Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma longue absence, encore une fois due à des soucis de voix qui ne sont pas tout à fait rétablis, vous l'aurez noté. Je vous remercie encore une fois très chaleureusement pour votre présence, vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors aujourd'hui, nous allons encore nous attaquer au maître Chesterton avec son père Brown, tout à fait singulier. L'histoire s'intitule « Les péchés du prince Saradine ». Lorsque Flambeau quitta son bureau de Westminster pour prendre un mois de vacances, il loua un petit bateau à voile, si petit qu'il servait le plus souvent de canot à rame. Le détective parcourut ainsi les étroites rivières des comtés de l'Est, tellement étroites que le bateau semblait une nef magique, voguant sur des prairies et des champs de blé. L'embarcation était juste assez grande pour 2 personnes. Il y avait place que pour les choses indispensables, et Flambeau l'avait approvisionné en tout ce que sa philosophie personnelle lui faisait considérer comme tel. Ces choses indispensables se divisaient apparemment en 4 classes d'objets. Du saumon en boîte, au cas où le navigateur aurait envie de manger, plusieurs revolvers chargés, au cas où il aurait envie de se battre, une bouteille de cognac, au cas où, je suppose, où il se trouverait mal, et un prêtre, au cas où la mort le surprendrait en route. Avec ce chargement léger, Flambeau descendait ainsi, au gré du courant, les rivières du Norfolk. Il se proposait d'atteindre les lagunes de la côte, mais se délectait entre-temps de la vue des jardins et des prairies qui bordaient les rives, et des châteaux et les villages qui se réfléchissaient dans l'eau limpide comme dans un miroir. Il s'arrêtait pour pêcher dans les bassins formés par la rivière et dans les trous formés par ses boucles, et naviguait de préférence à l'ombre des rives. En vrai philosophe, Flambeau n'avait donné aucun but précis à son voyage, mais toujours en vrai philosophe, il lui avait donné un prétexte. Il poursuivait un projet auquel il attachait juste assez d'importance pour que son succès couronnât dignement ses vacances, sans que son échec pût le moins du monde les gâter. Jadis, à l'époque où il était le roi des voleurs et l'homme le plus célèbre de Paris, il avait reçu en abondance des lettres de félicitations ou d'injures, et même des déclarations d'amour. Une de ces missives était, il ne savait trop pourquoi, restée dans sa mémoire. C'était une simple carte de visite sous enveloppe avec un timbre anglais. Au verso de la carte, on avait écrit quelques mots en français à l'encre verte. Si vous prenez jamais votre retraite pour devenir respectable, venez me voir. Je désire faire votre connaissance, car j'ai fait celle de tous les grands hommes de mon temps. Votre tour, quand vous avez réussi à faire arrêter un détective par un de ses collègues, est l'action la plus brillante de l'histoire de France. Au recto, on lisait gravé, suivant la mode du jour, l'inscription suivante. Prince Saradine, Maison des Roseaux, Île des Roseaux, Norfolk. Flambeau ne s'était guère inquiété du prince à cette époque. Il avait appris cependant qu'il avait été l'un des hommes les plus brillants et les plus élégants du sud de l'Italie. Il avait, disait-on, dans sa jeunesse, enlevé une femme mariée appartenant à la noblesse. Cette escapade, très fréquente dans la haute société, n'aurait pas laissé de traces s'il ne s'y était pas mêlé une deuxième tragédie, le suicide supposé du mari trompé, qui se serait jeté du haut d'un précipice en Sicile. Le prince habitait alors Vienne, mais il n'avait cessé de voyager durant ces dernières années. Lorsque Flambeau, suivant l'exemple du prince, renonça à sa célébrité européenne pour se retirer en Angleterre, il se dit que le moment était venu de surprendre cet éminent exilé dans les lagunes du Norfolk. Il ne savait pas le moins du monde s'il pourrait découvrir sa retraite, qui était en effet modeste et bien cachée. Le fait est qu'il la découvrit beaucoup plus tôt qu'il n'y s'y attendait. Les 2 amis avaient amarré avec soin leur bateau contre une rive, couverte de hautes herbes et d'arbres étêtés. Ils avaient godillé toute la soirée, et ils s'étaient endormis plus tôt que de coutume. Ils se réveillèrent donc avant que la lumière se lève. Pour parler plus correctement, ils se réveillèrent avant que le soleil ne se lève. Car la lune pleine et jaune n'était pas encore couchée derrière la forêt de hautes herbes au-dessus de leur tête, et le ciel d'un bleu-violet nocturne restait brillant. Flambeau et Brown se remémorèrent chacun leurs souvenirs d'enfance. Ils songèrent à cette époque féerique et aventureuse, où les hautes herbes se refermaient au-dessus d'eux comme des arbres. Les marguerites qui se détachaient sur l'orbe énorme de la lune à son déclin semblaient des marguerites géantes, et les pissenlits, des pissenlits géants. Cela leur évoquait, il ne savait pourquoi, la prise d'une chambre d'enfant. La berge était si haute
qu'il se trouvait en dessous des racines des buissons et des plantes, et qu'il devait lever la tête pour regarder l'herbe. « Bigre, dit Flambeau, c'est comme si nous étions entrés dans le royaume des fées. » Le père Brown, assis droit comme un i dans le bateau, se signa. Son geste fut si brusque que son ami, surpris, lui demanda ce qui lui prenait. « Les gens qui écrivaient des ballades au Moyen-Âge, répondit le prêtre, s'y connaissaient mieux que vous. Il ne se passe pas de belles choses dans le royaume des fées. Ta, dit Flambeau. Il ne peut se passer que des choses agréables sous une lune aussi innocente. Je propose de poursuivre notre route dès maintenant et de voir ce qu'il advient. Nous serons peut-être morts avant de retrouver une lune pareille. Soit, répondit le père Brown. Je n'ai jamais dit qu'il était toujours mal de pénétrer dans ce royaume. J'ai dit seulement que c'était toujours dangereux. Ils remontèrent lentement le courant de la rivière étincelante. Le violet intense du ciel et l'or pâle de la lune s'atténuèrent peu à peu et finirent par se fondre dans ce vaste cosmos incolore qui précède les couleurs de l'aube. Lorsque les premières bandes de rouge, d'or et de gris déchirèrent le ciel d'un bout à l'autre de l'horizon, ils s'aperçurent qu'elles étaient interrompues par la masse noire d'un village ou d'une ville assise, droit devant eux, au bord de l'eau. Le crépuscule s'éclaircit, avant qu'ils passent sous ses auvents et sous ses ponts. Ils virent distinctement les maisons avec leurs vastes toits surplombants, semblables à un troupeau de vaches énormes, grises et rouges, qui seraient descendues s'abreuver à la rivière. L'aube de plus en plus blanche se confondait déjà avec le jour, sans qu'ils aient encore vu âmes qui vivent sur les ponts et sur les quais de la ville silencieuse. Ils aperçurent enfin, appuyé sur un poteau au bord de l'eau dormante, un individu, l'air cossu et pacifique, en manche de chemise, avec un visage aussi rond que la lune, qui venait de disparaître, entouré d'un halo de favoris roux. Mu par une impulsion qui échappe à toute analyse, Flambeau se dressa de toute sa hauteur dans le bateau, et après avoir hélé l'homme, lui demanda s'il connaissait l'île des roseaux ou la maison des roseaux. Le sourire de l'homme cossu se fit plus accueillant, et il indiqua du doigt en amont le chemin coude de la rivière. Flambeau poussa de l'avant sans plus de commentaires. Le bateau doubla plusieurs boucles herbues et glissa le long de maintes berges silencieuses. Mais avant que les deux amis eussent eu le temps de se lasser de leurs recherches, ils aboutirent après un brusque tournant à une sorte d'étang ou de lac dont l'aspect les surprit. Au milieu de cette large pièce d'eau bordée, de toutes parts par des roseaux, se trouvait un long îlot peu élevé, le long duquel courait une longue habitation, basse d'étage. C'était une sorte de bungalow, construit en bambou ou en quelque autre roseau tropical. Les bambous dressés qui formaient les murs étaient d'un jaune pâle. Les bambous couchés qui formaient le toit étaient d'un brun ou d'un rouge plus foncé. À ce détail près, cette longue habitation était d'un aspect tout à fait régulier et monotone. La brise matinale agitait les roseaux autour de l'île et sifflait à travers les interstices de l'étrange maison, comme elle l'eût fait dans une gigantesque flûte de Pan. « Pardieu !» cria Flambeau. « Nous y sommes enfin. Voilà l'île des roseaux, s'il y eut jamais une île de ce nom. Et voilà la maison des roseaux, ou je me trompe fort. Je crois que ce gros homme, avec ses favoris, était un elfe. » « Peut-être, remarqua le père Brown d'un ton impartial. Mais si c'était un elfe, c'était un mauvais elfe. Tandis qu'il parlait, l'impétueux Flambeau avait poussé son bateau contre la rive dans un bruissement de roseaux, et les deux compagnons, ayant abordé le bizarre îlot, se trouvèrent auprès de la curieuse et silencieuse maison. L'arrière de l'habitation était tourné vers la rivière et vers l'unique débarcadère. L'entrée principale était de l'autre côté, et donnait sur le long jardin formé par l'îlot. Pour l'atteindre, les visiteurs durent suivre un étroit sentier, courant autour des trois côtés de la maison, sous l'avant-toit, à travers trois fenêtres différentes de trois différents côtés. Ils purent voir, à l'intérieur, une longue pièce bien éclairée, dont les murs, lambrissés de bois clair, étaient garnis d'un grand nombre de glaces. La table était mise, comme en prévision d'un lunch raffiné. La porte d'entrée était flanquée de 2 vases bleu turquoise. Le moine domestique qui les reçut, grand, maigre, grisonnant et apathique, leur susurra que le prince Saradine était absent pour le moment, mais qu'il devait revenir bientôt. La maison était déjà prête à le recevoir, ainsi que ses hôtes. Lorsqu'il lut sur la carte que lui tendait Flambeau les quelques mots tracés à l'encre verte,
Un éclair d'intérêt illumina son visage morne et parcheminé, et c'est avec une courtoisie fébrile qu'il pria les deux étrangers d'attendre. « Son Altesse peut être de retour d'un instant à l'autre, dit-il, et elle serait désolée d'avoir manqué un visiteur invité par elle. Nous avons l'ordre de tenir un déjeuner froid toujours prêt, au cas où ses amis surviendraient à l'improviste, et je suis convaincu qu'elle désirerait me voir vous le servir. » Flambeau, dont cette nouvelle aventure excitait la curiosité, accepta avec empressement et suivit le vieux domestique qu'il introduisit avec cérémonie dans la pièce lambrissée de bois clair. Cette salle ne présentait rien de particulier, si ce n'est une succession de fenêtres larges et basses, alternant avec une série de glaces également larges et basses, qui donnaient à l'ensemble un caractère aérien et immatériel. On avait l'impression de déjeuner en plein air. Un ou deux cadres, d'un caractère familial, ornaient les coins de la chambre. L'un était une grande photographie d'un tout jeune homme en uniforme, l'autre un croquis à la sanguine de deux garçons aux longs cheveux. Comme Flambeau lui demandait si l'officier était le prince, le domestique répondit que non. C'était, dit-il, le frère cadet du prince, le capitaine Étienne Saradine. Puis il se tut soudain et ne sembla plus désireux de continuer la conversation. Après le déjeuner suivi d'un café exquis et de liqueurs, les deux hôtes visitèrent le jardin et parlèrent avec la gouvernante, une femme au teint sombre, avenante et majestueuse, qui évoquait une madone plutonique. Ils apprirent qu'elle était, avec le vieux domestique, la dernière survivante de l'ancien personnel du prince. Tous les autres serviteurs actuellement dans la maison avaient été recrutés dans les environs par la gouvernante. Cette dame répondait au nom de Madame Antony, mais elle avait un léger accent italien, et Flambeau en conclut qu'Antony devait être la version anglaise d'un nom de sonorité plus latine. Monsieur Paul, le domestique, avait aussi un aspect vaguement étranger, mais ses manières et son langage étaient bien anglais, comme ceux de beaucoup de domestiques mâles de la noblesse cosmopolite. Si charmante et extraordinaire qu'elle fût, la maison dégageait une étrange tristesse lumineuse. Les heures y semblaient des journées. Les longues pièces vitrées étaient pleines de jour, mais d'un jour mort. Et à travers le bruit des conversations, du tintement des verres ou des pas des serviteurs, on pouvait constamment entendre le murmure mélancolique de la rivière. « Nous nous sommes trompés de chemin et sommes arrivés à un mauvais endroit, dit le père Brown, en regardant par la fenêtre les roseaux gris-vert et le courant argenté. Peu importe, il est souvent possible de faire le bien lorsqu'on est quelqu'un de bon, même au mauvais endroit. » D'ordinaire du genre silencieux, le père Brown était néanmoins un petit homme étrangement sympathique. Durant les quelques heures interminables qu'il passa dans la maison des roseaux, sans en prendre conscience, il en pénétra davantage les secrets que son ami le détective. Il possédait cet art de se taire à propos qui provoque les confidences, et sans rien leur demander, il obtint de ses interlocuteurs toutes les informations qu'au grand jamais il n'aurait volontairement divulguées. Le domestique était, il est vrai, d'une nature peu communicative. Il manifestait une affection bourrue et presque animale pour son maître, qui, disait-il, avait souffert de beaucoup d'injustices. Il en voulait surtout, semblait-il, au frère de son Altesse, au seul nom duquel il contractait la mâchoire et fronçait son nez de perroquet, dans un ricanement dédaigneux. Le capitaine Étienne était, paraît-il, un bon à rien, et avait soustrait à son frère des sommes considérables. Celui-ci, incapable de lui refuser quoi que ce soit, avait été contraint de quitter la bonne société dans laquelle il vivait, et de se retirer ici. C'est tout ce que le prêtre put obtenir de Paul. Et Paul n'était évidemment pas impartial. La gouvernante italienne était moins taciturne, en raison des griefs que, selon Brown, elle devait nourrir. Elle parlait de son maître avec une légère aigreur, quoique non dépourvue de crainte. Flambeau et son ami se trouvaient dans la salle des miroirs, examinant l'esquisse qui représentait les deux garçons, lorsqu'elle entra vivement pour y chercher quelque chose. Chaque fois que quelqu'un entrait dans cette pièce étincelante, son image était immédiatement réfléchie dans 4 ou 5 glaces, ce qui permit au père Brown, sans se retourner, de s'interrompre au milieu d'une remarque critique. Mais Flambeau, qui examinait le dessin de près, enchaîna d'une haute et intelligible voix. « Les frères Saradine, je suppose. Ils ont tous deux l'air assez innocents. Il serait difficile de dire quel est le bon et quel est le mauvais. » Puis, s'apercevant de la présence de la dame, il détourna la conversation et sortit dans le jardin. Mais le père Brown continua à regarder le dessin. Et Madame Antony continua à regarder le père Brown. Elle avait de grands yeux bruns tragiques.
et tous les traits de son visage olive exprimaient une perplexité curieuse et presque pénible, comme s'il s'était efforcé de découvrir l'identité d'un étranger ou le but qu'il poursuivait. Peut-être l'habit du prêtre réveilla-t-il dans son âme méridionale quelques souvenirs de confession, ou bien peut-être s'imagina-t-elle qu'il en savait plus long qu'il ne voulait laisser paraître. Le fait est qu'il lui ait dit, à mi-voix, comme à un complice, « Il a raison, votre ami, dans un certain sens, lorsqu'il dit qu'il serait difficile de distinguer l'un de l'autre des deux frères. Oh, il serait difficile. Il serait rudement difficile de dire quel est le bon. »« Je ne vous comprends pas, » répondit le père Brown en faisant mine de s'en aller. La femme se rapprocha d'un pas, les sourcils froncés, et baissa brutalement la tête, comme un taureau fonçant sur l'ennemi. « Il n'y en a pas, siffla-t-elle. Le capitaine est certainement coupable d'avoir enlevé tout cet argent à son frère, mais je ne pense pas que ce soit par bonté que le prince le lui ait donné. Le capitaine n'est pas le seul qui ait quelque chose à se reprocher. » Le visage du prêtre s'éclaira, et il murmura à part lui le mot « chantage ». Au même instant, la femme se retourna, pâlit et faillit tomber. La porte s'était ouverte en silence, et le pâle Paul se dressait comme un spectre sur le seuil. Par le jeu des murs et des glaces, il leur sembla que 5 Pauls étaient entrés par 5 portes différentes. « Son Altesse, annonça-t-il, vient d'arriver. » Un homme venait de passer devant la première fenêtre, projetant sa silhouette sur la vitre baignée de soleil, comme un acteur sur la scène éclairée par la rampe. L'instant d'après, il passa devant la seconde fenêtre, et les nombreuses glaces de la pièce réfléchirent son profil d'aigle et sa démarche alerte. Il était droit et alerte, mais ses cheveux étaient blancs et son teint d'un jaune ivoire. Il avait le nez romain, court et recourbé, qu'accompagnaient en général des joues maigres et un menton creusé. Le bas de son visage était en partie masqué par ses moustaches et son impérial. Ses moustaches étaient beaucoup plus noires que sa barbe, ce qui lui donnait un air quelque peu théâtral. Il était vêtu avec une grande élégance, portant un haut de forme blanc, une orchidée à la boutonnière, un gilet jaune et des gants jaunes qu'il agitait en marchant. Lorsqu'il arriva à la porte d'entrée, les 2 amis entendirent Paul lui ouvrir, et le nouvel arrivant s'exclamait gaiement. « Tu vois, je suis venu. » Paul s'inclina avec raideur et répondit d'une manière inintelligible. Pendant quelques minutes, leur conversation se fit indistincte. Puis le domestique annonça. « Tout est prêt pour vous recevoir. » Et le prince Saradine, agitant toujours ses gants, fit irruption dans la pièce pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. La même vision se reproduisit. 5 princes qui entrèrent par 5 portes différentes. Saradine déposa son chapeau blanc, ses gants jaunes, sur la table et tendit cordialement la main aux 2 amis. « Enchanté de vous voir ici, monsieur Flambeau, dit-il. Votre réputation vous a précédé, si vous me permettez cette remarque. »« Je vous en prie, répondit Flambeau en riant. Je ne suis pas susceptible. Bien peu de réputation s'acquiert par une vertu sans tache. » Le prince lui lança un regard pénétrant, pour voir si cette réplique masquait quelques allusions personnelles. Puis il offrit en souriant des chaises à la ronde. « C'est une agréable petite résidence, dit-il d'un air détaché. Peu de distractions, j'en ai peur, mais la pêche est excellente. » Le prêtre, qui le fixait avec le regard grave d'un jeune enfant, était tenté par une de ces impressions qui échappent à toute définition. Il examinait ses cheveux gris soigneusement bouclés, son teint jaune, sa taille élancée et sa tenue recherchée. Sans être artificiel, ses traits étaient peut-être un peu trop prononcés, comme le déguisement d'un acteur. L'indisciple intérêt de cette figure gîtait ailleurs, dans la structure générale du visage. Brown était tourmenté par l'idée vague qu'il avait déjà vu cet homme quelque part. Il lui apparaissait comme un vieil ami déguisé. Mais il songea aux glaces et attribua cette impression à l'effet psychologique produit par la multiplication de ces masques humains. Le prince Saradine répartit ses attentions entre ses 2 hôtes avec beaucoup d'entrain et de tact. Trouvant le détective enclin au sport et désireux de bien employer ses vacances, il guida Flambeau et son bateau à l'endroit le plus poissonneux de la rivière. Il revint 20 minutes après auprès du prêtre Brown, installé dans la bibliothèque, et il s'ingénia, avec une égale courtoisie, à satisfaire les goûts les plus philosophiques du prêtre. Il semblait être à la fois bon pêcheur et grand liseur. Quoique ses connaissances littéraires ne fussent pas toutes des plus édifiantes. Il connaissait 5 ou 6 langues, surtout le argot. Il avait à l'évidence passé sa vie dans des villes variées et parmi une société très mêlée,
car ses histoires les plus gaies avaient pour scène des tripots ou des fumeries d'opium, et pour acteurs des pionniers australiens ou des brigands italiens. Brown savait que Saradine avait passé ses dernières années de vie mondaine à voyager, mais il ne se doutait pas qu'il avait visité des endroits si malfamés et si divertissants. Malgré sa dignité d'homme du monde, le prince Saradine répandait autour de lui, pour un observateur aussi pénétrant que le prêtre, une atmosphère trouble et même suspecte. Son visage était raffiné, et son œil avait quelque chose de sauvage. Il avait des tics nerveux, comme les gens dont la constitution est ébranlée par l'alcool ou par des excitants. Et il n'avait pas même la prétention de diriger sa maison. Il s'en remettait entièrement sur ce point à ses 2 vieux serviteurs, en particulier au domestique qui semblait le véritable maître de la maison. M. Paul était à l'évidence plus qu'un domestique. Il avait le statut d'un intendant, ou même d'un régisseur. Il mangeait à part, mais avec presque autant d'apparat que son maître. Les autres serviteurs le craignaient, et lorsqu'il consultait le prince, ses manières étaient à la fois respectueuses et autoritaires, comme celles d'un homme d'affaires. En comparaison, la sombre gouvernante n'était qu'une ombre. Elle semblait s'effacer entièrement devant le domestique, et Brown n'avait plus droit à ses confidences volcaniques, comme celle au cours de laquelle elle lui avait révélé la situation respective des 2 frères. Le prince était-il vraiment exploité par le capitaine absent? C'est un fait dont le prêtre ne pouvait s'assurer. Mais il y avait dans l'allure de Saradine quelque chose d'inquiet et de furtif, qui rendait l'hypothèse fort plausible. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la longue pièce, de fenêtres et de glace, le soir doré commençait à descendre sur l'eau et sur la saulée des berges, et l'on entendait au loin un butor, semblable à un elfe qui jouerait au tambour. La même impression de conte de fées, triste et funeste, traversa l'esprit du prêtre comme un léger nuage gris. « Je voudrais bien voir rentrer Flambeau, murmura-t-il. « Croyez-vous à la fatalité » demanda brusquement le prince Saradine. « Non, répondit son hôte, je crois au jugement dernier. » Le prince se détourna de la fenêtre et le regarda d'une manière bizarre. Son visage restait dans l'ombre devant le soleil couchant. « Que voulez-vous dire » reprit-il. « Je veux dire que ce que nous voyons ici est l'envers d'une tapisserie, répartit le père Brown. Les choses qui se passent ici semblent n'avoir aucun sens. Elles en ont un ailleurs. Ailleurs, le châtiment frappera le véritable coupable. Ici, il frappe souvent la mauvaise personne. » Le prince émit un son inarticulé, comme un animal. Ses yeux brillaient étrangement dans son visage assombri. Une nouvelle et subtile hypothèse vint soudain à l'esprit du prêtre. Ce singulier mélange de faconde et de brusquerie que possédait Saradine ne cachait-il pas autre chose? Le prince était-il parfaitement sain d'esprit? Ce dernier répétait, sur un autre, beaucoup plus longtemps que le tour naturel de la conversation ne le justifiait. Le père Brown finit par prendre conscience d'autre chose. Dans la glace en face de lui, la porte était ouverte, et le silencieux M. Paul se tenait sur le seuil. « Je crois bien faire en vous prévenant tout de suite, » dit-il avec cette raideur qui le faisait ressembler au vieil homme d'affaires de la famille. « Un bateau conduit par 6 rameurs vient d'arriver au débarcadère, et un gentleman est assis à l'arrière. »« Un bateau ?» répéta le prince. « Un gentleman ?» tandis qu'il bondissait sur ses pieds. Il se fit un silence, ponctué seulement par la voix singulière du butor dans les roseaux. Et soudain, avant que personne n'ait eu le temps de parler davantage, une nouvelle silhouette se profila successivement sur les 3 fenêtres baignées de soleil, comme celle du prince quelques heures auparavant. À l'exception du caractère aquilin du visage, les 2 silhouettes n'avaient rien de semblable. Au lieu du haut de forme blanc flambant neuf de Saradine, on discernait un vieux chapeau de forme antique et démodée. Sous ce chapeau se dessinait un jeune visage très grave, complètement glabre, le menton bien résolu, qui évoquait vaguement l'aspect d'un jeune Napoléon. Cette association d'idées était renforcée par quelque chose d'antique et de bizarre dans toute la mine du jeune homme, comme s'il s'était contenté de suivre la mode de ses ancêtres. Il était vêtu d'une vieille redingote bleue, d'un gilet rouge de coupe militaire et de pantalons blancs d'une étoffe grossière, comme on en portait il y a 50 ans, mais qui paraîtrait singulièrement démodé aujourd'hui. Émergeant au milieu de toute cette friperie, son visage olivâtre semblait étrangement jeune, et empreint d'une sincérité quasi monstrueuse. « Tonnerre !» cria le prince Saradine, et mettant son chapeau blanc, il courut vers la porte d'entrée qu'il ouvrit toute grande dans le soleil couchant.
Le nouveau venu et sa suite s'étaient entre-temps rangés sur la pelouse, comme une armée sur la Seine. Les 6 rameurs avaient halé leur bateau sur la rive et en tenaient la garde dans une attitude quasi menaçante, avec leurs rames dressées comme des lances. Ils avaient le teint basané et quelques-uns portaient des boucles d'oreilles. L'un d'eux se tenait en avant, à côté du jeune homme au visage olivâtre et au veston rouge, et portait une longue boîte noire de forme peu familière. « Votre nom » demanda le nouveau venu. « Eh bien, Saradine » Le prince répondit affirmativement, d'un air qu'il voulait détacher. Le jeune homme avait les yeux bruns et le regard lourd comme celui d'un chien. Il différait en tout point des yeux gris, inquiets et brillants du prince. Pourtant, une fois de plus, le père Brown fut tourmenté par l'idée qu'il avait vu quelque part la réplique de ce visage. Mais il se souvint, encore une fois, de l'effet produit par la disposition des glaces de la pièce. « Au diable, ce palais de glace !» murmura-t-il. « Toutes les images s'y multiplient comme dans un cauchemar. »« Si vous êtes le prince Saradine, reprit le jeune homme, je puis vous dire mon nom. Je m'appelle Antonelli. » « Antonelli, répartit le prince avec nonchalance. Il me semble me souvenir de ce nom. »« Permettez-moi de me présenter, dit l'Italien. » De la main gauche, il souleva poliment son haut de forme démodé, et de la main droite, il allongea au prince Saradine une gifle si retentissante que son chapeau blanc roula au bas des escaliers et qu'un des vases bleus chancela sur son piédestal. Quels que fussent être ses défauts, le prince n'était certainement pas un lâche. Il sauta à la gorge de son ennemi et manqua de le plaquer sur la pelouse, mais ce dernier parvint à se dégager, avec un empressement non dépourvu d'une certaine politesse. « C'est entendu, dit-il haletant. Je vous ai insulté, je vous offre réparation. Marco, ouvre cette caisse. » L'homme aux boucles d'oreilles à côté de lui ouvrit l'imposante boîte noire qu'il portait. Il en retira 2 longues rapières italiennes ornées de superbes poignées d'acier, qu'il planta dans la pelouse. L'étrange jeune homme qui tournait vers la porte d'entrée son visage vindicatif, les 2 épées dressées dans l'herbe, comme dans les croix d'un cimetière, et la ligne des rameurs rangés derrière, donnait à la scène l'aspect étrange d'un tribunal barbare. Pourtant rien autour n'avait changé, tant l'événement avait été soudain. Le soleil couchant dorait encore la pelouse, et le butor n'avait pas cessé de crier, comme s'il annonçait l'imminence d'un drame. « Prince Saradine, dit Antonelli, lorsque j'étais un enfant au berceau, vous avez tué mon père et enlevé ma mère. Mon père eut le meilleur sort des 2. Vous ne l'avez pas tué loyalement, comme je vais vous tuer. De complicité avec ma détestable mère, vous l'avez entraîné dans une passe solitaire des montagnes de Sicile. Vous l'avez jeté dans un précipice, puis vous avez continué votre route. Je pourrais suivre votre exemple s'il me plaisait, mais votre exemple est trop abject pour moi. Je vous ai poursuivi par toute la terre, et vous avez toujours fui devant moi. Mais voici venue la fin du monde et de vos crimes. Je vous tiens enfin, et je vous accorde une chance, que vous n'avez jamais accordée à mon père. Choisissez l'une de ces 2 épées. Le prince Saradine, les sourcils contractés, sembla hésiter un instant, mais ses oreilles soufflaient encore à la suite du soufflet qu'il venait de recevoir. Il bondit en avant et saisit une des épées. Le père Brown s'était précipité entre les 2 ennemis pour s'efforcer d'empêcher le combat, mais il s'aperçut bientôt que sa présence ne faisait qu'envenimer les choses. Saradine était un franc-maçon et un farouche anticlérical. La présence d'un prêtre ne pouvait qu'éveiller son esprit de contradiction. Quant à l'autre, ni prêtre ni laïc n'auraient pu l'ébranler. Ce jeune homme avec son profil napoléen et ses grands yeux bruns était plus rigide qu'un puritain. C'était un païen. C'était un guerrier de l'aube de la terre, un homme de l'âge de pierre, un homme de pierre. Il n'y avait plus qu'un espoir, rameuter les domestiques. Le père Brown rentra en courant dans la maison, mais il découvrit que l'autocrate Paul avait accordé congé à tous les serviteurs, et que seule la sombre madame Antony errait anxieuse dans les longs appartements. Lorsqu'elle tourna vers lui son visage terrifié, il résolut l'une des énigmes du palais de glace. Les yeux bruns et lourds d'Antonelli étaient les mêmes que ceux de madame Antony, et en un éclair il devina la moitié de l'histoire. « Votre fils est là dehors, dit-il, sans détour. Lui ou le prince va se faire tuer. Où est monsieur Paul? Il est au débarcadère, dit la femme d'une voix faible. Il va chercher du secours. Madame Antony, dit le père Brown gravement.
La situation exige que vous repreniez vos esprits. Mon ami est en train de pêcher à bord de son bateau en aval. Celui de votre fils est gardé par ses compagnons. Il ne reste que le canot. Qu'est-ce que M. Paul veut en faire? Santa Maria, je ne sais pas, fit la femme avant de tomber de tout son long par terre évanouie. Brown la porta sur un sofa, lui versa sur la tête un pot d'eau froide, et après avoir donné l'alarme, se précipita vers le débarcadère. Mais le canot était déjà au milieu de la rivière, et le vieux Paul, remontant le courant, ramait avec une énergie désespérée, dont on ne l'aurait pas cru capable à son âge. « Je sauverai mon maître, cria-t-il, le regard flambant comme celui d'un fou. Je le sauverai malgré tout. » Le prêtre en était réduit à suivre des yeux l'embarcation, qui luttait contre le courant, et à prier Dieu que le vieillard parvienne à réveiller la petite ville avant qu'il ne soit trop tard. « Un duel est en soi détestable, murmura-t-il, en passant la main dans ses cheveux couleur de poussière. Mais ce duel-ci a quelque chose de particulièrement odieux. J'en ai un clair pressentiment. Qu'est-ce que cela peut bien être? Tandis qu'il se tenait là, les yeux fixés sur l'eau, qui reflétait en tremblant la lueur du couchant, il entendit à l'autre extrémité de l'île un bruit sur lequel il pouvait se méprendre, le choc froid de l'acier. Il tourna la tête. Au loin, sur le dernier promontoire du long îlot, sur une prairie derrière un parterre de roses, les deux adversaires avaient commencé à croiser le fer. Le ciel au-dessus d'eux semblait un dôme d'or vierge, et malgré la distance, chaque détail apparaissait nettement. Ils avaient jeté bas leurs vestes, mais dans les rayons obliques du soleil, le gilet jaune et le pantalon blanc de Saradine, le gilet rouge et le pantalon blanc d'Antonelli brillaient comme des couleurs éclatantes de deux marionnettes. Les deux épées étincelaient, de la garde à la pointe, telles deux aiguilles de diamant. Il y avait quelque chose de terrible dans la politesse et la gaieté apparente des deux silhouettes. On eût dit deux papillons qui se seraient efforcés de s'épingler mutuellement sur un bouchon. Le père Brown se mit à courir de toutes ses forces. Ses petites jambes tournèrent sous lui comme les rayons d'une roue, mais lorsqu'il atteignit le champ de bataille, il s'aperçut qu'il était arrivé trop tôt et trop tard. Trop tard pour arrêter le combat, qui se poursuivait à l'abri de la rangée des farouches Siciliens appuyés sur leurs rames, trop tôt pour assister à son issue tragique, car les deux hommes étaient à peu près de même force. Le prince usait d'une sorte de confiance cynique, le Sicilien d'une ardeur vengeresque. Peu d'assauts d'escrime livrés dans des amphithéâtres bondés furent jamais aussi impressionnants que celui qui cliquetait et étincelait en ce moment, sur cette île perdue au milieu de la rivière bordée de roseaux. Cette lutte étourdissante resta si longtemps indécise que l'espoir commença à renaître dans le cœur du prêtre. Selon toute probabilité, Paul ne devrait pas tarder à ramener la police, et si Flambeau revenait de sa partie de pêche, peut-être pourrait-il intervenir, car physiquement parlant, Flambeau valait 4 hommes. Mais le détective ne donnait aucun signe de vie, et ce qui était plus singulier, Paul ne réapparaissait toujours pas. Il n'y avait aucun radeau, aucune planche sur laquelle on pût naviguer. Cette île perdue au milieu de ce vaste étang était aussi isolée du reste du monde qu'un rocher au milieu du Pacifique. Tandis que cette idée traversait l'esprit de Brown, le cliquetis des rapières se précipita. Le prince éleva les bras, et la pointe de l'épée de son adversaire apparut entre ses omoplates. Il tomba à la renverse, en tournant sur lui-même comme un enfant qui fait la roue. Son épée s'échappa de sa main, et telle une étoile filante alla plonger au loin, dans la rivière. Il s'abattit si violemment sur le sol qu'il brisa, dans sa chute, un buisson de rosiers, et projeta en l'air un nuage de poussière rouge, telle la fumée de quelque sacrifice païen. Le Sicilien avait apaisé les mânes de son père. Le prêtre s'agenouilla aussitôt auprès du corps, mais seulement pour s'assurer que c'était bien un cadavre. Tandis qu'il s'affairait à quelques tentatives sans joie, il entendit pour la première fois un bruit de voix en haut de la rivière, et vit une navette de la police abordée au débarcadère, chargée d'agents et de quelques notables, parmi lesquels Paul, plus fébrile que jamais. Le petit prêtre se redressa en faisant une grimace dubitative. « Pourquoi, au nom du ciel, murmura-t-il, pourquoi n'est-il pas revenu plus tôt ?» 7 minutes après, l'îlot était envahi par les citadins et les policiers. Ces derniers avaient arrêté le victorieux dualiste, en lui rappelant selon l'usage que tout ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui. « Je ne dirai rien, dit le fanatique en conservant une merveilleuse sérénité. Je n'ai rien à dire de plus.
Je suis très heureux et je ne demande pas mieux que d'être pendu. » Puis il se tut, tandis qu'on l'entraînait. Et si étrange que cela puisse paraître, il n'ouvrit plus la bouche, sauf pour se déclarer coupable devant ses juges. Le père Brown avait assisté à la soudaine invasion du jardin, à l'arrestation de l'homme de sang, à l'enlèvement du cadavre, après qu'un médecin eut procédé à l'examen médical, comme on assiste au dénouement d'un mauvais rêve. Il était resté immobile, comme dans un cauchemar. Il avait donné son nom et son adresse en qualité de témoin, mais il avait refusé le bateau qu'on lui offrait pour regagner la ville, et il était resté seul dans le jardin, contemplant le buisson de roses brisées et le théâtre verdoyant de cette rapide et mystérieuse tragédie. Les lumières s'éteignirent sur la rivière. Le brouillard s'éleva sur ses rives marécageuses, et quelques oiseaux attardés rayèrent le ciel de leur vol incertain. Le prêtre conservait enraciné obstinément dans le subconscient, qu'il avait particulièrement vif, l'indicible certitude que tout n'était pas expliqué. Cette impression, qui ne l'avait pas quitté de la journée, ne pouvait être justifiée à elle seule par le fait qu'il se trouvait dans un pays de miroirs. Pour une raison ou pour une autre, il n'avait pas assisté au véritable drame, mais à un tour de passe-passe, à une mascarade. Et pourtant, d'habitude, on ne se fait pas pendre ou embrocher pour le plaisir de jouer une charade. Comme il ruminait ses idées assis sur les marches du débarcadère, il aperçut la grande ombre d'une voile descendant en silence la rivière brillante. Il bondit sur ses pieds, secoué par une telle avalanche de sentiments, qu'il se trouva au bord des larmes. « Flambeau !» s'écria-t-il en secouant énergiquement les deux mains de son ami, au grand étonnement du plaisancier encombré par son attirail de pêche. « Flambeau ! Alors vous n'êtes pas mort ?»« Mort ?» répéta le pêcheur stupéfait. « Et pourquoi serais-je mort ?»« Oh, parce que presque tout le monde l'est, » dit son compagnon précipitamment. « Saradine a été tuée. Antonelli veut être pendu. Sa mère est évanouie et pour ma part, je ne sais trop, pour l'instant, si je suis dans ce monde ou dans l'autre. Mais grâce à Dieu, vous êtes dans le même que moi. » Et il serra le bras du perplexe Flambeau. Ils quittèrent le débarcadère et, passant sous l'avant-toit de la maison de bambou, ils regardèrent par la fenêtre, comme ils l'avaient fait en arrivant. Sous la clarté de la lampe, la scène qu'ils surprirent alors avait de quoi captiver leur attention. Lorsque le pourfendeur de Saradine était tombé comme la foudre sur l'île, la table était déjà mise pour le dîner dans la longue salle à manger. L'on y faisait grand honneur en cet instant. Madame Antony, l'air bougon, était assise en bout de table, tandis qu'à la tête se tenait M. Paul, le majordome, mangeant et buvant du meilleur, avec ses yeux exorbités d'un bleu trouble, et son visage maigre, qui, quoique toujours énigmatique, trahissait néanmoins une satisfaction évidente. Dans un mouvement de révolte, Flambeau ouvrit à grand fracas la fenêtre et pointa sa tête indignée dans la pièce éclairée. « C'est trop fort !» cria-t-il. « Je puis comprendre que vous ayez besoin d'un remontant, mais de là à voler le dîner de votre maître tandis qu'il gît assassiné dans le jardin. »« J'ai volé un grand nombre de choses au cours d'une longue et agréable existence, » répondit l'étrange vieillard avec calme. « Ce dîner est pourtant une des rares choses que je n'ai pas volées. Il se fait, voyez-vous, que ce dîner, cette maison et ce jardin m'appartiennent. » Une pensée surgit dans le cerveau de Flambeau. « Vous voulez dire, reprit-il, que par testament le prince Saradine… »« Je suis le prince Saradine, dit le vieux gentleman en croquant une amande salée. » Le père Brown, qui regardait les oiseaux dans le jardin, sursauta comme s'il avait reçu un coup de fusil, et pointa son visage à la fenêtre, pâle comme un navet. « Vous êtes qui ?» répéta-t-il d'une voix aiguë. « Paul, prince Saradine, pour vous servir, » répondit poliment le vénérable vieillard, en levant son verre de sherry. « Je vis ici une vie tranquille, car je suis un homme d'intérieur. Par modestie, je me fais appeler Paul, pour me distinguer de mon infortuné frère Étienne. Il est mort, il n'y a pas longtemps, m'a-t-on dit, dans ce jardin. Ce n'est, vous le comprendrez bien, pas ma faute si ses ennemis le poursuivent jusqu'ici. Il faut imputer cela à la regrettable irrégularité de son existence. Ce n'était pas un homme d'intérieur. » Il se tut et regarda le mur en face de lui, juste au-dessus de la tête inclinée de la femme. La ressemblance qui les avait hantés chez l'autre frère leur sauta aux yeux. Puis les vieilles épaules du vieillard se soulevèrent et frémirent un instant. On aurait presque dit qu'il s'étranglait. Mais son visage restait imperturbable.
Mon Dieu, s'exclama Flambeau, après un silence. Il rit. Venez, dit le père Brown, qui était devenu blême. Quittons cette maison infernale. Rentrons dans notre honnête bateau. Lorsqu'ils eurent quitté l'île, la nuit était descendue sur les roseaux et la rivière, et ils se laissèrent aller au fil du courant, en se réchauffant à la lueur de 2 gros cigares qui brillaient comme 2 lanternes rouges. Brown retira le premier son cigare de la bouche et dit « Je suppose que vous comprenez toute l'histoire à présent. C'est en fin de compte une bien vieille histoire. Un homme avait 2 ennemis. C'était un sage. Il comprit donc que mieux valait avoir 2 ennemis qu'un seul. » « Je ne vous suis pas, dit Flambeau. « Oh, c'est vraiment très simple, mais en aucun sens innocent. Les 2 Saradines étaient des gredins, mais le prince, l'aîné, était de ces gredins qui se maintiennent à flot, tandis que le plus jeune, le capitaine, était de ceux qui touchent le fond. De mendiant, ce misérable officier se fit maître chanteur, et parvint un jour à tenir son frère, le prince, à sa merci. Ce n'était évidemment pas pour une bagatelle, car le prince Paul Saradine était un viveur forcené et n'avait plus de réputation à perdre. Pour franc-parler, c'était un crime capital et Étienne avait littéralement mis un nœud coulant autour du cou de son frère. Il avait découvert la vérité sur cette affaire en Sicile et possédait la preuve que Paul avait assassiné le vieil Antonelli dans les montagnes. Le capitaine exploita si bien la situation que la superbe fortune du prince s'en trouva fort ébréchée. Mais ce parasite n'était pas le seul sujet d'inquiétude de Saradine. Il avait appris que le père d'Antonelli, encore enfant à l'époque du meurtre, mais nourri du sauvage loyalisme de son pays, ne vivait que pour venger son père, non pas légalement, car il ne possédait pas, comme Étienne, la preuve matérielle du crime, mais avec les armes de l'antique vendetta. Le garçon avait appris à manier l'épée à la perfection, c'est pourquoi, vers l'époque où il aurait pu tirer parti de son talent, le prince Saradine commença, suivant la formule employée par la chronique mondaine, à voyager. Le fait est qu'il se mit à fuir d'une ville à l'autre comme un criminel recherché, traqué sans relâche par son implacable ennemi. La situation du prince Paul était des plus dangereuses. Plus il dépensait d'argent pour éviter Antonelli, moins il lui en restait pour faire taire Étienne. Plus il se mettait en frais pour faire taire Étienne, moins il avait de chances d'échapper à Antonelli. C'est alors qu'il eut un trait de génie, digne de Napoléon. Au lieu de continuer à résister à ses 2 adversaires, il abdiqua subitement devant eux. Il céda comme un lutteur japonais, et ses ennuis tombèrent à ses pieds. Il renonça à son voyage autour du monde, fit parvenir son adresse au jeune Antonelli, et satisfit toutes les exigences de son frère. Il envoya à Étienne l'argent qu'il lui fallait pour bien se vêtir et voyager confortablement, ainsi qu'une lettre dans laquelle il lui disait à peu près ce qui suit. « Je t'envoie tout l'argent qui me reste. Tu m'as ruiné. J'ai encore une petite maison dans le Norfolk avec des domestiques et une cave. Si tu exiges davantage, c'est tout ce que je puis te donner. Viens en prendre possession si tu le désires, et je vivrai tranquillement à côté de toi, en qualité d'ami, d'intendant ou de tout ce qui te plaira. » Il savait que le Sicilien ne connaissait pas les frères Saradine, sauf peut-être par des photographies. Il savait aussi qu'ils se ressemblaient avec leurs 2 barbiches grises. Il rasa la sienne, puis il attendit les événements. Le stratagème réussit. L'infortuné capitaine, vêtu de ses nouveaux habits, entra triomphalement dans la maison en qualité de prince et tomba sur l'épée du Sicilien. Il y eut qu'un accroc, et il fit honneur à la nature humaine. De mauvais esprits tels que Saradine commettent souvent d'irréparables fautes parce qu'ils n'escomptent jamais la possibilité d'une noble action. Le prince était convaincu que le coup porté par l'Italien, lorsqu'il frapperait son ennemi, serait ténébreux, brutal et anonyme, comme le crime qu'il devait venger. Sa victime serait poignardée la nuit ou fusillée derrière une haie, et elle expirerait avant d'avoir pu parler. Aussi eut-il un mauvais moment à passer lorsque le chevaleresque Antonelli proposa à son ennemi un duel en règle, avec toutes les explications qui pouvaient s'ensuivre. C'est à ce moment que je le vis quitter l'île sur son bateau, le regard égaré. Il fuyait tête nue, dans la crainte qu'Antonelli ne s'aperçût de sa maîtrise. Mais malgré son angoisse, il conservait espoir. Il connaissait le caractère de l'aventurier et celui du fanatique.
Il était plus que probable qu'Étienne l'aventurier se tairait pour le plaisir de jouer son rôle jusqu'au bout, et pour pouvoir conserver la confortable retraite qu'il venait d'acquérir. Sûr de sa bonne étoile et de son talent d'escrimeur, il était certain qu'Antonelli, le fanatique, se tairait et se laisserait pendre plutôt que de divulguer ses secrets de famille. Paul erra sur la rivière jusqu'à ce qu'il eût assisté à l'issue du combat. Alors, mais alors seulement, il donna l'alarme, ramena la police, vit ses deux ennemis vaincus disparaître à jamais de l'île, et s'assit en souriant devant son dîner. En riant que Dieu nous garde, dit Flambeau avec un grand frisson. Serait-ce Satan qui lui a inspiré une telle machination? C'est vous, répondit le prêtre. Que Dieu m'en préserve, s'exclama Flambeau. Moi? Que voulez-vous dire? Le prêtre tira une carte de visite de sa poche, et il l'éclaira à la faible lueur de son cigare. Elle portait quelques mots écrits à l'encre verte. Avez-vous oublié l'invitation qu'il vous a envoyée? Demanda-t-il. Et ses félicitations pour vos exploits? Votre dernier truc, disait-il, par lequel vous avez réussi à faire arrêter un détective par un de ses collègues. Il a copié votre truc, pris entre deux ennemis, et s'est éclipsé prestement, et leur collision fut mortelle. Flambeau arracha la carte des mains du prêtre et la déchira sauvagement en morceaux. Noyons ce vieux squelette, dit-il en jetant les bouts de carton dans le courant sombre et rapide. Je crains seulement qu'il n'empoisonne les poissons. La carte blanche et l'encre verte disparurent dans les flots sombres. Une pâle lumière vibrante éclaira le ciel, comme pour suggérer l'aube, et derrière les hautes herbes, la lune se voila. Ils se laissèrent glisser au fil de l'eau, sans parler. « Père, dit soudain Flambeau, avons-nous rêvé ?» Le prêtre secoua la tête, mais il garda le silence. Le parfum de l'aubépine et des vergers leur parvint dans l'obscurité. Le vent se leva. L'instant d'après, leur petit bateau dansait sur l'eau, voile gonflée, et ils voguaient en aval, vers des contrées plus heureuses, et des demeures d'hommes innocents. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.